autre temps et autre mœurs. Alors, Murat, alors, je disais tout à l'heure, c'est vraiment un personnage napoléonien, parce que c'est des gens qui partent de rien, et fils d'aubergistes, et qui finissent roi de Naples. Ah oui, mais ça va plus loin que ça. C'est que moi, je pense... Alors, je vais m'exprimer sous le contrôle. Et on l'appelle Joachim. Hein. Et pas Joachim. Oui. Non, on dit Joachim. On dit Joachim parce que c'est la langue d'oc, il est du sud. Alors dans le nord, on dit Joachim et là-bas, on dit Joachim. Voilà. Mais je dirais qu'il n'y aurait pas eu de Napoléon sans Murat. Ah mais attendez, je vais argumenter. Tout de suite, là. Mais attendez. On va s'en aller tout de suite. Ça, si vous dites ça, il va partir immédiatement. Je vais argumenter. Alors déjà, qui c'est ce petit bonhomme? C'est plutôt un beau gaillard. Il va fleurir jusqu'à 1m80. Il a une prestance invraisemblable. Et c'est le fils de l'aubergiste. Vous savez, on est presque avec Bourvil. Là. Mais c'est l'auberge au fin fond de la France, avec 3 chambrettes au-dessus. Et lui, quand il commence à gambader, il va s'occuper des chevaux. Alors il les cure, il est bourriche aussi. Et il a une passion pour ces animaux, comme tout enfant. Et forcément, il a envie de se dresser sur la bête. Et de façon empirique, il s'improvise professeur, ce qui lui vaudra ses thèses invraisemblables sur les montures les plus fougueuses. Et je pense que ça forge d'autant plus son caractère. C'est pas le garçon à qui tu dis tu fais ça. En général, quand on lui donne un ordre, il est réticent, voire il est boudeur ou alors carrément rebelle. Et ça se voit chez les professeurs et dans la cour d'école, quand les copains ne suivent pas, parce que c'est le meneur, quand les copains ne suivent pas ce qu'il a décidé, hop, c'est le coup de poing. Le gaillard grandit avec l'espoir pour maman, c'est le 11e de la fratrie, c'est le dernier, c'est qu'il soit un jour prêtre. Ah, qu'on sorte de la misère. Il serait prêtre. Et comme il est extrêmement brillant, il rédigera une thèse en latin. Parce qu'on le présente toujours, c'est le fougueux, c'est le type qui a peur de rien. Non, non, c'est un intellectuel. Il le montrera quand il sera roi de Naples. Revenons avec maman. Prêtre, formidable, au séminaire. Toujours revenir à maman. Mais malheureusement, là encore, c'est lui qui organise les parties de tripot, il débauche les gens qui rêvent de la soutane, la nuit, c'est plus la soutane, ce sont les jupons qu'il va soulever, et un jour passe devant le séminaire, eh bien, un régiment de chasseurs. Oh, qu'ils sont beaux, piaffants, fiers dans l'uniforme, les bottes. Ça, les filles, ça doit les impressionner. Oh, mon gaillard, il n'est plus question de porter la soutane. Hop, il laisse tout tomber et il s'engage. La déception des parents. Mais c'est pas grave. Rapidement, on estime que ces dons de commandement lui permettent d'obtenir les galons. Le voilà, maréchal des logis-chefs. Eh oui, mais... faut que les ordres correspondent à son tempérament. Ce qui veut dire que, rapidement, on estime qu'il n'est pas à sa place et on l'exclut. Imaginez le retour à l'auberge. Te voilà, toi, mon gaillard, qu'est-ce que tu fais? T'aurais dû être là-haut. Ah, mais j'ai été renvoyé. Oh, la mère, elle veut même pas l'embrasser. Le père lui dit, mais mon fainéant, tu vas aller travailler. Et le voilà, apprenti épicier. C'est-à-dire qu'à l'auberge... il y a l'auberge, à côté, il y a l'épicerie. Il va moudre le café. Il va faire les livraisons chez les gens. C'est invraisemblable. Et peut-être que sa carrière se serait arrêtée là. Mais la grande chance de l'époque, le premier chaos, c'est la Révolution. Et c'est un orateur fabuleux. Alors, 1 an après la Révolution, là-bas, ils vivent ça de loin. Il est très encouragé, je dirais, par les camarades à avoir la fièvre pour les révolutionnaires, mais ils ne font pas grand-chose. En revanche... on va choisir un représentant du Lot pour aller à la fête de la Fédération en 1790, le 14 juillet. Et le voilà à Paris. On va passer les étapes parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je voudrais retenir quelques points qui vont me fâcher avec Éric Zemmour. Lorsqu'il rencontre Bonaparte, c'est à l'occasion de l'église Saint-Roch, les insurgés royalistes. Barras a demandé à Bonaparte de régler le problème. On ne va pas laisser ces gaillards-là faire de l'agitation dans la capitale. Et hop, il faut me les dresser.
mais il n'a pas tous les moyens. En revanche, ce jeune qui a réintégré l'armée, lui, il pourrait peut-être avoir de bonnes idées. Il va au Sablon, où on a des canons en réserve, et le voilà qui arrive avec les canons, on mitraille tout le monde, l'affaire est réglée. Ah, les manifestations, ça se réglait oui. rapidement. Ce qui fait que, comme Bonaparte, je vous ai déjà raconté l'histoire, se marie à la va-vite, il est envoyé en Italie, il prend le bonhomme avec lui, et rapidement, on remarque ses qualités incroyables. Ce fougueux, ce personnage, quand la situation ne tourne pas très bien, en général, le cavalier, il est plutôt placé en réserve. C'est lui qui a la dernière action. Alors, soit il vient finir le travail, soit c'est presque un quitte ou double. Et à ce jeu-là, il est époustouflant. Après, il y a l'Égypte. Et en Égypte, à nouveau, il le prend avec lui. Mais à la deuxième bataille d'Aboukir, là encore je vous passe les détails, en revanche aussitôt qu'il faut y aller, allez, on charge, lui dit Bonaparte, et le voilà sur son destrier, il hurle la bouche tellement ouverte que ça va le sauver, car il reçoit une balle dans la gorge, et alors qu'il aurait dû être tué, l'arrêt peut extraire la balle, et c'est comme ça qu'il repartira. Alors pourquoi il est l'homme qui sauve Bonaparte? Parce que dans la deuxième campagne d'Italie, il y aura des victoires qui seront grâce à lui. Mais n'oublions pas également le coup d'État du 18 Brumaire. On a un Bonaparte, il faut bien reconnaître, c'est ce jour-là, il est plus que mollasson devant le Conseil des 500, il s'empêtre dans les mots, il n'a aucun talent pour faire vibrer les uns les autres. Ah le dictateur dehors, Bonaparte, c'est un foutoir pas possible, et lui, il va virer minable. Et que fait à ce moment-là notre ami Murat? Eh bien, il arrive avec 200 bonhommes, il dit « Foutez-moi tout ça dehors !» Ah il a raison alors, Éric Zemmour. Pour le 18 Brumaire, enfin c'est le 19, mais s'il n'y a, pas le 18 Brumaire, c'est compliqué après. D'accord. Bon, donc mais c'est quand même Bonaparte qui l'appelle. Non, mais c'est-à-dire que ce jour-là, il ne prend aucune initiative et c'est lui qui a la bonne idée et qui intervient en gaillard. C'est son général là-dessus. Après, il y a au moins 2 batailles où il est déterminant. Marengo, où il arrive... Marengo, il y a un moment... Et puis... Qui sauve la bataille, et à Eylau. À Eylau, qui est un véritable carnage. Si on n'a pas Murat, c'est terminé. Oui. Donc, voilà 2 points qui... Il a raison pour Eylau. Bon, alors... Mais c'est la scène, c'est le colonel Chabert. Bien sûr. C'est la plus grande charge de cavalerie de l'histoire des guerres. Mais ce que oublie mon cher Marc, c'est qu'à chaque fois, il est aux ordres de Bonaparte. C'est-à-dire le cerveau, c'est Bonaparte. Quand il a fait cette charge d'Eylau, par exemple, vous connaissez l'anecdote, ils sont côte à côte. Et Bonaparte regarde à la jumelle, à la longue vue, et il voit les Russes arriver. Effectivement, Marc a raison, c'était une catastrophe, les Russes pouvaient... C'était perdu. Et il regarde Murat et il lui dit « Tu vas pas nous laisser dévorer par ces chiens ». Et Murat ne discute même pas, il charge et il tue tout le monde. Voilà. Et ces hommes ont une telle... Alors, faut savoir, c'est un extravagant. C'est-à-dire, c'est un général d'opérette quand on voit de loin. Il a des tenues incroyables. Tableau à propos bien sûr. Il est magnifique. Il est... Avec en sous-selle, c'est carrément une peau de bête, c'est une peau de tigre. Et alors, il y a 2 concurrences, c'est sentimental. La sœur de Bonaparte, Caroline, quand elle le voit la première fois à Naples, elle a 15 ans. Ce personnage, dans son uniforme flamboyant, c'est l'homme de sa vie. Et c'est elle qui veut se marier. C'est elle qui veut se marier. Oui. Et elle dit, il faut aller demander au premier consul. Et lui, alors là, pour le coup, et c'est Joséphine, pourtant pas très amie avec Caroline, qui va servir d'intermédiaire et Bonaparte finit par concéder. Et alors, une petite histoire. Donc il se mariera, Caroline se mariera avec Joachim. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'il veut obtenir le trône de Naples, car en réalité, c'est pour faire plaisir à sa sœur qu'il lui donne cette récompense et qu'il le dresse sur le trône. Concurrence sentimentale contre Éléonore, celle qui lui fait découvrir qu'il est capable d'enfanter, puisqu'elle va lui donner un garçon qui s'appellera Léon. Eh bien, Fouché susurre à l'oreille de Bonaparte qu'il y a un concurrent dans le lit quand il s'en va,
c'est Murat. Ce qui fait qu'il doute. Vous voyez, il y a pas mal d'antagonisme. Et quand il le nomme à la tête, parce qu'il faut passer des étapes, quand il le nomme à la tête de Naples, sur le trône, il ne cesse de lui envoyer des billets extrêmement déplaisants. Il fait ça à tout le monde. Complètement. Il fait ça à tous ses frères. Alors la fin du personnage. La fin, c'est ce que je voulais vous dire. La fin, ça, c'est l'envergure. C'est-à-dire, c'est d'une dignité, c'est invraisemblable, c'est l'âme dans toute sa splendeur. Il a été déchu, il y a eu ce qu'on appelle la trahison, bref. 1814. Et voilà. Il trahit Napoléon. Il trahit Napoléon en 1814. Ouais, enfin, disons qu'il sauvait son trône de Naples. Voilà. Ils croyaient tous qu'ils pouvaient sauver leur trône si Napoléon tombait. Ils sont des naïfs. Voilà. Bon, et Napoléon, après, joue les fâchés, et s'il l'avait appelé pour Waterloo, le sort a été différent. Je suis d'accord. Bon. Et alors, donc, Napoléon est tombé et veut retourner à Naples. Il monte une sorte d'expédition avec des dépenaillés qui ont une tenue. Il va les chercher dans les bouges. Mais bon, les gars, ils sont pas à y aller parce qu'avec un personnage comme ça, on peut connaître qu'une belle aventure. Il se retrouve sur un bateau, on sort au port de Piso. Et là, résumons l'histoire, il est capturé avant de retourner à la mer. On le place dans une porcherie. Ensuite, dans une vague prison. C'est même pas un tribunal pour le condamner. Et d'ailleurs, il refuse même de paraître devant le jugement. Et on le sort de cette geôle où on l'a placé. Imaginez cet homme resplendissant qui est en haillons vu ce qu'on lui a fait subir. Et devant lui, il y a une vingtaine de gaillards qui sont presque à bout portant, prêts à le tuer. Et là, il se dresse, il montre sa poitrine. Il n'a pas le moindre défaillance, il ne chancelle pas, il les regarde. Et il dit « Tirez, mais ne touchez pas mon visage. » Et il s'effondre. Voilà comment... qui commandera son exécution. Écoutez, je vous félicite parce qu'il est 19h59. Donc, vous avez terminé précisément au moment où il le fallait parce qu'on va entendre, comme tous les soirs, les applaudissements. Et nous avons dans la régie ce soir une jeune femme qui s'appelle Murat, Marianne Murat, que je salue. Est-elle une descendante, l'héritière? On n'a pas éludé l'énigme.